Alors je vais démarrer par vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de Dave. Alors Dave, c'est un Américain, c'est un sexagénaire qui va voir son médecin il y a 7 ans parce qu'il a une douleur à l'épaule. Son médecin, intrigué, lui prescrit une série d'examens, de tests, et il s'avère qu'une radio montre des taches au niveau des poumons. Et quelques tests plus tard, quelques examens plus tard, le médecin diagnostique un cancer du rein métastasé. Le médecin dit à Dave, rentrez chez vous, préparez vos affaires, annoncez cette nouvelle terrible à votre famille, mais malheureusement, il n'y a pas de traitement pour cette forme de cancer. Dave rentre chez lui. Vous imaginez dans quel état il se trouve quand il doit annoncer cette nouvelle à sa femme. Mais il ne se désarme pas, il va sur Internet, il va sur des forums de discussion, sur des listes de discussions médicales spécialisées. Et après différents échanges, après plusieurs jours de recherche, il reçoit un email d'une personne à l'autre bout du pays, aux États-Unis, qui lui dit, voilà, en fonction de ce que vous avez décrit de votre maladie, de vos symptômes, il me semble que votre cancer répond à une forme de maladie que je connais, et il y a quelques médecins dans le pays qui traitent, en tout cas qui ont mis au point un protocole pour ce traitement. Et d'ailleurs, je vous donne l'adresse de 3 médecins près de chez vous qui pourront peut-être vous aider. Il rencontre l'un de ces médecins, il est mis sous ce protocole, et Dave est toujours vivant. Un autre exemple plus personnel cette fois, je suis moi-même proche d'une personne dans mon cercle familial qui a une maladie qui s'appelle les troubles bipolaires. C'est ce que la médecine appelle de manière très euphémistique. Un trouble bipolaire, c'est quoi? C'est une alternance de troubles euphoriques et de dépression longue. Et voyant que cette personne prenait le même traitement depuis 20 ans, que c'était le même psychiatre qui la suivait, avec toujours le même traitement, le même protocole, je suis allé moi-même sur Internet pour essayer de trouver de l'information sur éventuellement de nouveaux traitements. Peut-être qu'en 20 ans, il y avait de nouveaux traitements sur les troubles bipolaires. Et j'ai moi-même pris rendez-vous avec un médecin, un psychiatre à Montpellier, pour qu'il puisse rencontrer cette personne. Le traitement a été changé, le lithium a été inclus dans le protocole, et aujourd'hui, on peut dire que cette personne est stabilisée. Alors c'est une maladie chronique, hein, donc on ne guérit pas, mais en tout cas, voilà, cette personne se sent mieux et les phases d'euphorie et de dépression sont stabilisées. Alors autant Dave était un des premiers patients 2.0, alors peut-être que moi je suis un proche de patient 2.0. Alors effectivement, comme l'a dit le speaker précédent, on pourrait l'appeler l'interniste 2.0, effectivement, les patients et les proches se rencontrent de plus en plus sur les groupes de discussion, sur les forums de discussion, pour plusieurs choses. D'une part, partager leur expérience, leur vécu. Ce qui compte sur ces forums, c'est que ce sont des personnes comme vous et moi, je ne suis pas médecin ni pharmacien, nul n'est parfait, on va discuter de sa santé avec des mots de la vie de tous les jours. On va échanger des conseils pratiques avec des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes questions, les mêmes problématiques de santé. Et on va également partager des informations, des avis sur des traitements, sur l'efficacité d'un traitement, sur évidemment les effets indésirables des médicaments que l'on peut prendre. Est-ce une révolution pour autant? Je ne crois pas. Je ne crois pas, les groupes de parole, les associations de patients ont toujours expliqué. Ce qui change avec Internet, c'est qu'on a un accès démocratisé et accéléré au savoir médical. Et qu'on a maintenant une vitesse incroyable de la propagation de l'information, alors avec une qualité qui peut être plus ou moins bonne. Et ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages d'Internet dans le cadre de la santé posent un certain nombre de questions et génèrent l'apparition de nouveaux phénomènes. Le premier, c'est la confrontation entre savoir profane, savoir pratique du patient et le savoir de l'expert, le savoir du professionnel de santé.
Le deuxième phénomène, c'est l'essor des communautés de patients en ligne, et j'y reviendrai. Et enfin, grâce à tous ces nouveaux usages, on voit l'émergence d'une nouvelle intelligence collective qui, une fois agrégée et analysée, va permettre d'aider et d'accélérer la recherche médicale. Alors, qui sont ces fameux patients 2.0 ? Un patient 2.0, c'est un patient qui est connecté, qui est capable, au sens anglo-saxon du terme, on parle d'empowerment du patient. C'est un patient qui est responsable et qui va s'impliquer lui-même dans le suivi de sa santé. Alors, quelques chiffres pour mesurer les enjeux. Le Conseil national de l'ordre des médecins a lancé, il y a 3 ans, une grande enquête pour justement comprendre quels étaient ces usages et la fréquence de ces usages. Aujourd'hui, Internet est devenu la deuxième source d'information médicale des Français. Après le médecin, bien entendu, mais devant le pharmacien, devant le proche, devant la presse spécialisée. Un tiers des recherches, un tiers des requêtes sur Google vont concerner un médicament ou une question de santé. Et 20% des discussions sur les forums ou les médias sociaux, tous sujets confondus, vont traiter d'un terme médical, d'un médicament, d'un symptôme ou d'un sujet en rapport avec la santé. Et aujourd'hui, 70%, dans cette salle, il y a 70%, peut-être un peu plus ici, de personnes qui vont sur Internet pour rechercher de l'information sur leur santé. Alors, quelles sont les causes, quelles sont les motivations des patients pour faire cette recherche, pour aller consulter, comme on dit, comme on va chez le médecin, on va consulter sur Internet. Première motivation, c'est évidemment discuter, rechercher des informations médicales sur sa maladie. C'est trouver des informations ensuite sur ses symptômes, sur un diagnostic qui a été posé par un médecin. C'est le fameux docteur Google que l'on va interroger. Ensuite, on va aller peut-être vérifier, challenger le diagnostic posé par son médecin. Et on va aller s'informer sur les traitements disponibles sur le marché ou les traitements en cours de développement et pourquoi pas faire que ces recherches sur les traitements vont influencer le changement. On va demander à son médecin pourquoi vous ne me proposez pas ce nouveau traitement dont j'ai lu des articles fort intéressants sur Internet. Alors vous voyez bien que cette construction du savoir profane, pratique, ne va pas sans poser un certain nombre de questions d'ordre scientifique, de questions d'ordre moral et éthique, des enjeux autour de la protection des données personnelles. On parle de données de santé, donc ce sont des données forcément sensibles. Une question autour de la fiabilité et de la qualité des informations, avec, je pense, un rôle important du médecin qui doit savoir aiguiller, orienter le patient dans cette jungle, dans ce maquis de sites Internet. Et on peut également anticiper un certain nombre de dérives autour de l'autodiagnostic. On va soi-même réaliser qu'on a telle maladie parce qu'on a trouvé tel type d'information sur Internet. D'ailleurs, une étude de Orange montrait que 25% des Français avaient renoncé au moins une fois à une consultation parce qu'ils estimaient avoir trouvé une réponse sur Internet. Un Français sur 4 a annulé, ou en tout cas s'est passé au moins une fois d'une consultation. 17% des Français vont sur Internet pour s'auto-médiquer. On va choisir son traitement, son médicament sur Internet en fonction des informations que l'on va trouver. Alors évidemment, pas les médicaments de prescription, mais en tout cas tout ce qui concerne l'OTC. Alors quelle est la conséquence, quelles sont les conséquences de l'émergence de ce savoir profane sur la relation entre le patient et les médecins? C'est ça qui m'intéresse dans ce nouveau paradigme. Nouveau paradigme avec un patient de plus en plus informé, de plus en plus expert de sa santé, un patient qui est acteur de sa santé. Donc la relation, elle est complètement bouleversée, vous l'avez compris. On passe d'un schéma traditionnel très vertical avec le médecin, Dieu le Père, qui donne une information descendante au patient, passif, qui reçoit l'information, qui reçoit l'ordonnance et qui, jusqu'à il y a peu, n'allait pas la contredire ou même la remettre en question. Aujourd'hui, on passe sur un niveau de relation beaucoup plus horizontal.
où le patient va intégrer, le patient éduqué, le patient va intégrer l'équipe thérapeutique, au même titre que le médecin, le pharmacien, le kiné, l'assistante sociale et l'infirmière. On peut parler, je pense, de collaboration et de coopération entre le patient et les médecins. Et ce n'est pas tous les jours facile pour les médecins, j'imagine qu'il y en a un certain nombre dans la salle, qui reçoivent dans leur cabinet en consultation des patients avides d'informations. Docteur, j'ai trouvé ça sur Internet, qu'en pensez-vous? Bon. Une autre tendance forte, c'est la mobilité. On a aujourd'hui quasiment tous, ou en tout cas demain, on aura tous dans notre poche un smartphone, dans notre sac une tablette. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, il y a 17 000 applications disponibles autour de la santé? Alors ces applications, elles servent à quoi? Elles servent à suivre ses constantes de santé, elles servent à suivre pour le patient diabétique son niveau de glycémie. Un patient qui a une rougeur sur la main va prendre son iPhone, prendre une photo et l'envoyer à son dermato. On peut imaginer que ce sera ça demain. Et demain, d'ailleurs, est-ce qu'on peut penser, avec toutes les réserves évidemment que l'on peut mettre derrière cette pensée, est-ce que l'on peut penser que le patient pourra noter son médecin, pourra évaluer son traitement médicamenteux de la même manière qu'aujourd'hui on va évaluer un hôtel ou un restaurant? Alors pourquoi un tel essor? D'une part, on va sur une communauté de patients en tant qu'anonyme et avec la possibilité d'avoir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour trouver un complément d'information à partir d'expériences du vécu d'autres patients. C'est ce qu'on appelle la vraie vie du patient. On va également sur ces communautés de patients pour trouver un soutien, une entraide auprès de personnes qui se posent les mêmes questions. C'est ce que j'appelle la lutte contre la double peine du patient. Un patient qui souffre déjà, qui est atteint d'une maladie, et qui est en plus isolé, soit parce que sa maladie est rare et qu'il n'a pas d'autres exemples autour de lui, soit parce qu'il a décidé, pour différentes raisons, de ne pas aller ennuyer ou embêter sa famille ou ses proches avec ses problèmes de santé. Et c'est précisément le sens de mon projet entrepreneurial. Donc j'ai créé, comme tu le disais Magali, une start-up autour de ce sujet, qui est donc le premier réseau social pour les patients et leurs proches en France. Qu'observe-t-on sur cette communauté ou sur d'autres communautés de patients? D'une part, un partage d'expériences, un partage de vécu et de conseils pratiques. En gros, on va pouvoir parler avec des patients qui nous ressemblent, voilà, qui se posent les mêmes questions, qui ont vécu les mêmes errements thérapeutiques parfois. On va également suivre l'évolution de sa santé. On met à disposition des patients un tableau de bord dans lequel le patient va suivre l'évolution de ses symptômes, va suivre ses traitements en disant voilà, je prends tel médicament, je perçois tel effet bénéfique, tel effet indésirable, et je partage mon avis, mon expérience avec la communauté. L'autre grand type de service que l'on peut proposer, ce sont des enquêtes, des sondages en ligne. De la même manière qu'un institut d'études interroge une population sur ses différents avis sur plein de sujets de société. Là, ce sont des enquêtes spécialisées autour de la qualité de vie, de l'environnement du patient. On va enfin s'intéresser au parcours de soins du patient du point de vue du patient. Et c'est un vrai changement, c'est une vraie révolution pour les professionnels de santé, même pour l'industrie pharmaceutique, qui jusqu'à présent s'est essentiellement intéressé à la vie du patient en parlant aux médecins. Voilà, donc Internet va changer, va faire bouger les lignes également à ce niveau-là. Alors, quels sont les principaux thèmes que l'on observe sur ces communautés de patients? Évidemment, on va parler de symptômes, on va parler de l'annonce de son diagnostic, comment le médecin nous a annoncé que l'on était concerné par une maladie chronique plus ou moins rare ou plus ou moins invalidante. On va parler de ces traitements et de leur difficulté de prise. L'idée, ce n'est pas forcément de parler du médicament au sens thérapeutique, mais voilà, comment je fais pour me faire mon injection d'insuline, qu'est-ce que je fais des aiguilles usagées. Donc vous voyez vraiment des sujets très pratiques du quotidien.
On va également parler d'informations autour de la recherche médicale. Ce sont des patients qui sont souvent désireux de savoir où en est la recherche sur leur pathologie, quels sont les nouveaux traitements, les biothérapies notamment, qui peuvent être proches d'arriver sur le marché. On retrouve également énormément d'échanges autour des démarches pratiques, des démarches administratives, demande d'invalidité. On va avoir des échanges sur le retentissement de la maladie sur la vie professionnelle, sur la vie intime, sur la vie sexuelle, sur la vie familiale. Comment gérer, entre guillemets, comment gérer sa maladie au quotidien. Alors pour conclure, quels sont les effets bénéfiques de ces communautés de patients? Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que le bénéfice essentiel, c'est que cela va générer une intelligence collective. Je crois beaucoup à cette somme des intelligences individuelles qui vont s'agréger dans une intelligence collective au service de la recherche, au service de l'industrie, à partir de données de vie réelle. Donc ça va bénéficier, ça va servir au médecin dans sa consultation qui va aller voir comment les patients parlent de la maladie, les mots MOTS du patient, ce qui va permettre de sans doute faciliter le contenu de la consultation. Ça va bénéficier également à la recherche médicale, à la recherche clinique et donc à l'industrie, à l'écosystème de la santé. Grâce à ces collectes de données anonymes, on va pouvoir traiter à la fois des données structurées au travers de ces enquêtes, de ces fiches patients, et également des données non structurées, ce que l'on pourrait appeler des verbatim patients, qui vont permettre justement de mieux comprendre comment le patient vit sa maladie au quotidien. Des effets également sur l'observance. Un patient qui vient sur une communauté, il va pouvoir suivre la prise de son traitement. L'observance est un des grands enjeux de la médecine d'aujourd'hui, notamment sur les maladies chroniques. Alors une parenthèse, les maladies chroniques, c'est pas anecdotique. 15 millions de Français, quasiment un Français sur 4, est concerné par au moins une maladie chronique. Et avec les progrès médicaux, le vieillissement de la population et puis certains comportements à risque, ce sont des ratios, ce sont des chiffres qui vont augmenter encore plus dans les années à venir. Donc aujourd'hui, un patient chronique qui doit à vie prendre un traitement, forcément, l'observance, c'est un sujet essentiel. La pharmacovigilance, évidemment. Je crois beaucoup aux signaux faibles. Si on arrive à collecter, à identifier, à savoir interpréter la somme de ces signaux faibles autour de centaines et puis des milliers de patients qui vont parler d'effets indésirables, peut-être qu'à terme, on évitera, en tout cas c'est mon souhait, tous les scandales sanitaires qui arrivent régulièrement à la une de vos journaux, Mediator hier, Diane 35 aujourd'hui, et combien d'autres scandales sanitaires à venir dans les mois et années futures. Donc, pour terminer, je voudrais vous inviter à repenser la relation entre le patient et le médecin. Je pense qu'il faut plus parler de collaboration, de partenariat entre le patient et le médecin. Je pense que la médecine est un art qui s'exerce à deux et que, à l'instar du bonheur, peut-être, le savoir médical ne vaut que s'il est partagé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.